si vous regardez l'histoire, quand Justin Trudeau a été élu en 2015, la vaste majorité des premiers ministres, tous étaient soit des libéraux ou des néo-démocrates. C'est vrai. 10 ans plus tard, aujourd'hui, la vaste majorité des premiers ministres sont des conservateurs. Bonjour à tous, un petit mot pour remercier ceux qui nous appuient financièrement. C'est grâce à vous que le projet fonctionne, que nous allons pouvoir continuer de vous offrir du contenu vraiment intéressant et même continuer de vous surprendre. Ceux qui nous suivent comme ça et qui voudraient en savoir plus, qui voudraient accéder aux épisodes également d'avance, sans publicité, il y a 2 options qui s'offrent à vous. Vous pouvez descendre comme ça le curseur sur YouTube, vous allez voir l'option rejoindre, se joindre, vous allez voir que pour une somme modique, vous allez accéder aux épisodes 3 semaines d'avance, sans publicité, et également du contenu exclusif pendant 3 mois. Sinon, on est sur Patreon également, le lien est dans la description. Merci, à bientôt. Bonjour à tous, bienvenue à un nouvel épisode d'Il reste du monde, un balado dans lequel je fais le pari qu'il reste des gens pour échanger, que l'on soit à gauche, à droite, carnivore, herbivore, fédéraliste, souverainiste. J'ai invité Dimitri Soudas, bonjour. Bonsoir. Oui, je vous ai envoyé un message, ça s'est passé par courriel. Vous m'avez répondu que c'était rare dans le monde d'aujourd'hui des offres comme celles que j'essaie de rendre disponibles. Je ne suis pas en train de me magasiner un compliment, sauf que je voulais justement comprendre ce que ça voulait dire. Vous avez remarqué, vous, qu'il y a de moins en moins d'espace pour une conversation libre, sans filtre, où on fait le pari que 2 personnes qui ne sont pas forcément membres de la même famille politique vont être capables de discuter sans s'arracher les 2 yeux du visage? Oui, et souvent les gens me posent la question, pourquoi est-ce que je reste sur X et pourquoi est-ce que j'ai pris la décision de ne jamais bloquer qui que ce soit? Vous avez jamais fait ça? Jamais. OK, moi j'ai déjà fait ça, là. Jamais. OK, mais expliquez pourquoi vous y tenez tant que ça. Pourquoi est-ce que je bloquerais qui que ce soit? Même ceux qui, très souvent, parfois, qui sont en désaccord avec moi, décident de m'insulter. Parfois des insultes qui ne sont pas justifiées ou justifiables. Pourquoi ne pas continuer la conversation avec ces gens-là? Et s'il y a même un pourcentage de normalité dans cette personne, tu peux tourner la conversation de l'insulte au débat. Mais vous avez beaucoup de temps, vous, pour faire ça? Non, mais après avoir eu le privilège de travailler pour un premier ministre où c'était 8 jours sur 7, 25 heures sur 24. Justin Trudeau, c'est ça? Oui, c'est ça. Vous l'avez deviné. Je suis un passionné de la conversation parce que je pense que vous m'avez envoyé un courrier électronique, ensuite on se textait. Ouais. Je pense qu'il y a toujours un bénéfice à avoir une conversation avec n'importe qui. Vous savez, quand j'étais au bureau du premier ministre, puis ça, c'est des histoires que je n'ai jamais racontées. J'arrivais au bureau chaque matin, vers 5h30. 7 jours sur 7. Non, c'est pas vrai. 8 jours sur 7. Samedi et dimanche. Ouais. Non, pour être un peu plus réaliste. Samedi et dimanche, c'était vers 9h, 9h30, parce qu'il n'y avait pas grand monde qui arrivait là. Mais du lundi au vendredi, j'arrivais à 5h30 le matin. La première chose que je faisais, c'est prendre mon café dans la cour arrière avec une cigarette, je vais le dire. Après ça, je rentrais dans mon bureau, je posais ma valise sur mon bureau et le bureau du premier ministre, c'est 4 étages. Les 2 premiers étages, c'est le bureau du premier ministre. Les 2 derniers étages, c'est le bureau du conseil privé. Ça, c'est l'édifice Langevin sur la rue Wellington et Metcalfe. La première chose que je faisais, c'est me promener à travers l'édifice Langevin pour aller saluer les gens qui nettoyaient les tapis, qui passaient l'aspirateur. Il y avait même un programme à l'époque, c'est pas le gouvernement, c'est la fonction publique qui gérait ça, d'embaucher des jeunes et des moins jeunes qui, par exemple, étaient sur le spectre, faisaient de l'autisme. Puis leur responsabilité, c'était d'arroser toutes les plantes. Ah oui, ils aiment ça, ouais. Mais je prenais le temps chaque matin, mon premier 30 minutes, c'était d'aller dire bonjour à tout le monde. Et après quelques mois, je savais que
Teresa avait un fils qui était à l'école secondaire. Euh, Ça fait du bien de parler aux gens parce que les politiciens, à l'époque, j'étais porte-parole. Mon travail, c'était de parler. Ouais. Mais il faut aussi écouter. Ben, c'est sûr. Puis j'adore écouter. Puis bon, ça fait du bien même aux gens lorsque on vient briser l'idée selon laquelle, par exemple, vous n'auriez rien eu à leur dire. C'est-à-dire que vous veniez casser ça. C'est pas parce que vous arrosez des plantes que j'ai rien à vous dire ou rien à apprendre de vous. En fait, on travaille pour vous. C'est ça qu'on fait. Donc, si on vous parle jamais, on comprendra jamais ce que vous voulez. On va entendre des choses. On va dire ils veulent ça. Ils au pluriel, mais monsieur, que veut-il? Puis c'est en additionnant les volontés de chacun, les discours de chacun qu'on trouve des points communs entre ce que les gens veulent, qu'on bâtit des politiques publiques aussi. Oui, mais je pense que c'était plus personnel pour moi. Parce que si l'objectif, c'est de les écouter pour voir ce qu'ils veulent, quelles sont leurs aspirations, je pense que c'est un mauvais point de départ. Selon moi, le bon point de départ, c'est de les faire comprendre qu'ils ne sont pas invisibles. Oui, effectivement, oui. Le concierge, la femme de ménage, le jeune qui arrose une plante. C'est la majorité des gens marchent dans un couloir, puis malheureusement ne s'aperçoivent pas que ces gens-là sont là. Et comme vous l'avez dit, quand tu es en politique, tu travailles pour ces gens-là. C'est eux les patrons. Absolument. C'est eux les boss. Et si les boss ou les patrons ont l'impression que tu ne les vois pas, comment est-ce que tu vas les écouter? Puis la réalité, comme vous le savez, je viens de Parc Extension, à Montréal. Une famille grecque. Oui, élevée par une mère monoparentale et ma grand-mère. Ma mère en Grèce était serveuse. Ma mère en Grèce était infirmière. Elle est arrivée au Québec dans les années 70. Ses compétences n'étaient pas reconnues, donc elle a passé sa vie à être serveuse dans des restaurants grecs pour m'élever. Le papa était où? Mes parents se sont divorcés quand j'étais très, très jeune, 4 ans, 5 ans. Et mon père a décidé que ce n'était pas une priorité d'être un père. Donc, il a disparu. Oui. Pour ne jamais plus. Non, mais très intéressant. Malheureusement, pour lui, il est décédé quand j'avais 13-14 ans. Donc, une dizaine d'années après le divorce de mes parents. Mais peu importe, vivant ou pas vivant, il avait pris sa décision qu'une de ses priorités ne serait pas d'être un père. Et je dis très souvent aux gens que c'est mon modèle de qui ne pas être. Ben oui, mais ça prend de ça dans la vie, hein? Oui. Il y a plein de gens qui comprennent. Et je l'apprécie pour ça. Parce que honnêtement, quand j'étais en politique, je n'étais pas très présent. C'est la vérité. Tu peux pas être. Il n'y a pas d'équilibre. Ceux qui disent je veux équilibrer, être en politique, peut être avec ma famille, surtout quand tu veux jouer un rôle senior, c'est pas possible. Très souvent, je conseille aux jeunes qui veulent rentrer en politique, je dis allez-y, mais le moment où vous jugez que vous voulez avoir une famille, vous marier, être en couple, vous allez devoir prendre une décision. Parce que les deux ne peuvent pas vivre ensemble. Quand tu fais de la politique à haut niveau, si tu veux être un adjoint ministériel ou avec une cadence qui n'est pas aussi exigeante que servir un premier ministre, là, tu peux travailler là-dessus. Ben, c'est pour ça qu'on voit beaucoup d'élus renoncer à ça, puis évoquer des motifs familiaux. Des fois, on dit, bon, c'est une façon, c'est un camouflage, c'est une façon de dire que, bon, on part pour les bonnes raisons, mais on part pas pour ces raisons-là. Mais un Gabriel Nadeau-Dubois, par exemple, on peut très bien imaginer que c'est exactement pour cette raison-là qu'il s'en va, ou par exemple que Marois Risky, c'est exactement pour cette raison-là qu'elle s'en va aussi. Je dirais que Marois Risky, c'est l'exemple parfait. Ouais. Parce que son parti, surtout maintenant avec l'élection de nouveaux chefs, avec des chances et des opportunités renouvelées, d'oser espérer former le gouvernement, elle, c'est comme 100% vrai valide. Je pense que dans le cas de M. Nadeau-Dubois,
c'était les deux. Et le deuxième aspect pour lui, c'était que son parti et la base militante de son parti a décidé clairement que ce parti-là ne devrait jamais aspirer à former le gouvernement. Il voulait, la base du parti, les militants veulent demeurer ceux qui manifestent dans les rues. Ouais. Et c'est un choix. Et je ne serais pas surpris, c'est la première fois que je le dis ce soir, je ne serais pas surpris de voir des députés de Québec solidaire faire deux choses. Un, ne pas se représenter. Deux, et c'est la partie que c'est la première fois que je le dis, se rallier au PQ et se présenter pour le PQ. Je pensais que vous alliez dire créer un autre parti. Non, Ça suffit. Là, j'aurais mis mon pied. Comme dit Mark Carney, ça suffit. Ça suffit, mais il l'a encore dit aujourd'hui. Hein, je vous ai vu relayer ça sur Twitter. Vous avez ouvert la porte à une conversation plus intime. Si vous voulez bien, j'aurais quelques questions là-dessus parce que je ne vous ai pas souvent entendu parler de ça. La raison pour laquelle je voulais vous recevoir, en plus, c'est un peu rapport à ça. C'est que je constate que vous êtes un amoureux du Québec. Oui. Je vous l'ai écrit d'ailleurs, puis ça vous a touché. Vous m'avez dit, je suis touché que vous me disiez ça. Puis, vous n'êtes pas indépendantiste. Mais vous êtes amoureux du Québec. Vous avez dit tout récemment que parler le français, c'est comprendre le Québec. Vous avez dit tout récemment que les entreprises qui ne se pliaient pas à la nouvelle loi sur l'affichage n'auraient pas même dû avoir plus d'une semaine pour se plier à ça. Même pas une seconde. Même pas une seconde. Est-ce que c'est difficile de convaincre, prenons les indépendantistes, que ça se peut, ça, être amoureux du Québec, mais avoir une fidélité peut-être plus grande au Canada et se dire membre de la communauté anglophone, par exemple, de Montréal? Mais je ne suis pas membre de la communauté anglophone. Bon, ben ça va. Alors, j'ai déjà entendu dire que c'est quelque chose que vous revendiquez, donc parfait. Je ne suis pas membre de la communauté allophone non plus. Je ne suis pas membre de la communauté francophone non plus. Je suis un Québécois. Et sans doute que mon amour pour le Québec et mon amour est réel. C'est pas juste, je me présente pas là. C'est pas prévu, là. Non. Je cherche pas des votes. Le Québec a fait en sorte que le fils d'une infirmière qui a immigré au Québec et qui a travaillé comme serveuse et qui a été élevée dans Parc Extension, un des quartiers les plus démunis au Canada. C'est grâce au Québec que un jeune gars de Parc Extension à l'âge de 20 ans, 21 ans, a eu une opportunité d'aller travailler pour le prochain premier ministre du Canada. Et c'est le Québec, c'est grâce au Québec que ce jeune de Parc Extension est devenu la voix du premier ministre du Canada, le porte-parole. Si je ne parlais pas français, et je vais aller plus loin parce que je le dis et je le répète, parce que j'étais un des plus grands critiques de M. Carney à l'égard de son français, je dis que parler le français, c'est comprendre le Québec. Je n'ai pas eu une opportunité avec Stephen Harper parce que je parlais français. Il y a bien du monde qui parle français. Il y a des franco-ontariens, des franco-manitobains, il y a des gens qui parlent le français. Mais ayant été né au Québec, je suis un enfant fier de la loi 101. Puis au Canada anglais, je le dis très souvent, la loi 101, c'est une des meilleures lois que le Québec a mises en place. Donc, parler le français, c'est comprendre le Québec. Stephen Harper a décidé de m'embaucher quand il était chef de l'opposition officielle parce qu'au minimum, je prétendais de parler français et je prétendais de comprendre le Québec. Mais vous le parliez déjà très bien à l'époque. Oui, je suis allé à l'école Socrate, qui est une école grecque, mais où le français est enseigné. Ensuite, je suis allé au Collège français, pas si loin d'ici. Ah oui? Sur la rue Fairmount et avenue du Parc. Ben oui. Et la deuxième raison, c'est que la nation québécoise, le peuple québécois, vous m'avez posé la question, je suis plus loin des indépendantistes ou fédéralistes. J'ai parlé de fidélité. Puis d'ailleurs,
c'est important parce que est-ce que c'est possible d'avoir 3 fidélités? C'est-à-dire d'être fidèle à sa nation d'origine, fidèle au Canada, fidèle au Québec. Comment on fait pour composer avec 3 fidélités comme ça? La façon que je vois les choses, c'est que non, tu peux pas avoir plus qu'une fidélité, sinon tu es quelque chose d'autre. D'infidèle? Euh, voilà. Euh, la raison que je ne suis pas convaincu que l'avenir du Québec, c'est de prendre la route de l'indépendance, c'est parce qu'il faut regarder la trajectoire. Est-ce que c'est mieux aujourd'hui que c'était pendant les années 80? Est-ce que c'était mieux les années 80 que c'était pendant les années 70? On a eu plusieurs crises Oui, bien sûr. avec le fédéral. Mon défi est le suivant. Je comprends mieux les souverainistes que les fédéralistes centralisateurs. Je respecte plus les souverainistes que les fédéralistes centralisateurs. Il y a une logique dans la pensée souverainiste. La raison que je dis qu'il n'y a pas de logique dans la pensée fédéraliste centralisatrice de dire Ottawa knows best, c'est parce que je suis aussi un puriste. Donc, la première loi de quelconque pays, c'est sa constitution. Ouais. C'est ça la Bible. Et les fédéralistes centralisateurs tendent à ne pas la respecter, cette constitution. Non, mais ils la déchirent carrément, avec respect. Oui. Mais c'est important ce que vous dites parce que, si j'ai bien compris, si le sort du Québec ne s'était pas amélioré entre les années 50 et 80, aujourd'hui, vous pourriez me dire, puisque je suis québécois, que c'est le Québec qui m'a élevé, qui m'a rendu possible, peut-être que je le serais indépendantiste. C'est ça que vous me dites. C'est strictement politique. Il n'y a pas une... Non, c'est rationnel. Moi, je regarde les tendances. Je regarde les tendances et je me dis, si je compare avec... On commence avec la guerre des patriotes. Ouais. Puis là, on progresse dans le temps. Est-ce qu'il y a des gains qui se font? L'autre élément, c'est que, élevé au Québec, fils d'une mère immigrante, vécu à Ottawa pendant plus d'une décennie, et en Ontario, j'habite dans une banlieue de Toronto depuis 2011 quand j'ai quitté la politique fédérale. L'autre raison, vous allez trouver ça très bizarre. Non, j'en ai entendu des bizarres dans ma vie, mais allez-y. L'autre raison que je refuse de voir que un Québec souverain, c'est mieux, c'est parce que le Québec contribue beaucoup plus au Canada anglais. On ne parle pas d'argent. Je vais donner un exemple. En matière d'immigration, on a un débat national présentement. Ce débat national existe au Québec depuis 3-4 ans. Ah oui. Les premiers à réellement en parler, c'était le Parti québécois. Dans ce cas-ci, M. Saint-Pierre Plamondon. Et la CAQ. Oui. La question de l'affichage. La loi qui vient d'être déposée, le projet de loi. Le Canada anglais devrait faire exactement la même chose. Si tu t'en vas dans certains quartiers à travers le Canada, Markham, Brampton, Richmond, Danforth, tu vois plus de Grecs, plus de Chinois, plus de Punjabi que de l'anglais. Mm-hmm. Et présentement, l'autre grand défi du Canada, qui n'existe pas au Québec. Si je vous pose la question, ça veut dire quoi être québécois? Il y a une réponse. Ouais. Langue, culture, patrimoine, t'attaches tout ça. C'est très clair, ça veut dire quoi être québécois. Aujourd'hui, il y a un débat qui se fait que quand tu poses la question, le elevator pitch, t'as 20 secondes à répondre à une question. Ouais. Ça veut dire quoi être Canadien? C'est compliqué, là, soudainement. Puis ça, il y a des historiens dès les années 80 qui l'avaient... Grant avait écrit un livre là-dessus. L'historien canadien-anglais, pour dire dans les écoles, ils ne savent pas c'est quoi être Canadien. Et ça ne devrait pas l'être. Donc, je pense aussi que la place du Québec au sein du Canada, c'est une contribution nette au reste du Canada. Il y a certaines valeurs. Puis très souvent, même quand j'étais à Ottawa, je cite très souvent Gilles Duceppe.
Jules Duceppe disait à Ottawa qu'à Ottawa, il y a 2 langues officielles. L'anglais et la traduction simultanée. Ben, c'est vrai. Il l'a même dit à ce balado-là ici. Donc, si le Québec se retire du Canada, qu'est-ce qui se passe à la langue française dans le reste du pays? Oui, mais là, je vais devoir vous interrompre. Non, mais c'est parce que j'ai commencé par vous demander comment vous faisiez pour être à la fois fidèle à vos origines grecques au Canada et au Québec. Et il n'y a pas d'ordre là-dedans. Là. Et là, vous m'avez dit, en fait, c'est vous qui m'avez emmené sur la question de l'indépendance. Mm-hmm. Moi, j'en parlais même pas. Hein. Pas encore. Et là, vous m'avez dit, en fait, le Québec, son sort s'est amélioré. Là-dessus, déjà, je pense que c'est vraiment débattable. Et surtout, il y a quelque chose que vous n'avez pas mentionné, c'est-à-dire que supposons que vous ayez raison, que le sort du Québec au 19e siècle était difficile avec les rébellions des patriotes et qu'aujourd'hui, on se soit vraiment amélioré. Ça, là-dessus, je pense qu'il n'y a pas de débat. L'enjeu sur la question du Québec à l'intérieur du Canada, c'est, selon les souverainistes, et j'en fais partie, l'idée qu'à l'extérieur du Canada, il y a un niveau qu'on n'atteindra jamais en matière de développement à l'intérieur du Canada. Donc, quand un fédéraliste dit, mais vous voyez bien que le sort s'est amélioré, le souverainiste lui répond, oui, mais nous, le niveau 14, alors qu'il y a 15 niveaux, c'est pas lui qu'on veut. Ah, on en a fait 14 sur 15, mais c'est le 15e. Ça, par exemple. Prenons, pour commencer cet argument-là, qu'est-ce que vous répondez à ça? Je dirais réponse très facile. C'est une question d'aspirer. Aspirer ne veut pas toujours dire arriver à l'objectif qu'on souhaite. Et c'est un vrai débat. Peut-être comme souverainiste, vous avez raison. Peut-être comme Québécois qui veut que le Québec demeure au sein du Canada, peut-être que j'ai raison. Mm-hmm. La réalité, c'est que on peut ouvrir seulement une porte. Ben oui, bien sûr. Et là, continuer à marcher. Donc, à chaque fois que cette question est débattue, et à chaque fois que cette question est proposée, les Québécois doivent décider. Oui. Quelle porte est-ce qu'ils veulent avoir? Je peux vous dire que la seule chose que je sais, c'est qu'il n'y a aucune certitude ni dans l'un ni dans l'autre. Aucune. Mais il faut faire des choix. Oui. Donc, est-ce que vous comprenez où je m'en vais avec ça? Pas vraiment. OK. Je recommence. Ouais. On ne peut pas faire les deux en même temps. Mais non, évidemment. C'est-à-dire être choisir. un Québec au sein du Canada. Donc, si le Québec se sépare, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire recommencer littéralement page blanche. Attendez. On renégocie nos traités de libre-échange avec l'Union européenne. Oui, OK, d'accord. On renégocie nos traités de libre-échange avec les 30 ou 40 pays que le Québec présentement bénéficie. On n'a plus accès à l'armée canadienne. On n'a plus accès au passeport canadien. Mm-hmm. Puis je dis, parfait. Ben oui. C'est un choix. On n'a plus accès à la monnaie canadienne. Ça dépend. L'exemple, non, ça ne dépend pas. Ben, bien sûr que ça dépend. Je pense pas que le Canada a intérêt à perdre 9 millions d'utilisateurs de la monnaie canadienne. Là. Pourquoi pas? Pourquoi le Canada n'a pas intérêt à perdre ces utilisateurs-là? Ben, pour des raisons strictement économiques. Mais lors d'une négociation, et c'est là qu'il faut mettre... Le Québec ne devrait pas vouloir garder la monnaie canadienne. Québec devrait... Si le Québec souhaite être un pays indépendant, il devrait vouloir avoir le dollar québécois. Ben, en fait, il y a toujours eu 2 écoles de pensée sur cette question-là. Là. Puis, je veux dire, aujourd'hui... Mon point est le suivant. Oui. Si on décide de se divorcer, il n'y a pas une visite les week-ends. Ben, c'est là que là, on peut... Il y a manière de faire... Moi, je suis partisan d'un divorce définitif, là, avec des alliances économiques avec le reste du Canada, évidemment. Mais avec le Canada, devrais-je dire même. Mm-hmm. Mais il n'y a pas... si vous présentez les choses ainsi, effectivement, ça a l'air d'être brutal. Mais non, c'est pas brutal. Ben, en fait, c'est comme ça qu'on devrait faire les choses. C'est la vraie indépendance. Ben, vous avez raison. Mais à ce moment-là, oui, vous avez raison. Et toute cette pensée provient, vous avez dit, je suis d'origine grecque. Donc, en 1453, l'Empire ottoman a conquis Constantinople. Mm-hmm. Pendant 400 ans, 16 générations, les Turcs, l'Empire ottoman,
occupait la Grèce. 1821, dans mon village ancestral en passant, la Grèce a déclaré son indépendance. Il y a eu une guerre contre l'Empire ottoman. La Grèce est redevenue un pays indépendant. Malgré le fait que les comparaisons ne sont pas les mêmes, parce que la Grèce existe depuis 4000 ans, le Canada est relativement un nouveau pays, le Québec, 1608, Samuel de Champlain, ainsi de suite. Donc, ayant écouté les histoires de ma grand-mère, de ma mère, etc., si on veut faire du Québec un pays, ben, il va falloir faire du Québec un pays. Zéro attachement au Canada, à part des négociations d'un partenariat économique, qui s'appelle un traité de libre-échange. Mais je suis d'accord avec vous, mais je veux dire, mais en quoi ça vient... mais vous avez dit, peut-être le dollar canadien, on va le garder. Mais non, mais parce qu'il y a des indépendantistes qui ne tiennent pas à ce divorce-là dans ces termes-là, qui disent, ben, le Canada voudrait bien nous garder utilisateurs de sa monnaie. Je pense que si on demande aux Québécois qui n'ont pas la réputation d'aimer les divorces définitifs, là, on les a vus, ils sont assez hésitants, ils sont assez fans de la posture qui consiste à asseoir ses fesses entre deux chaises, ils aiment bien ça, le pragmatisme, ça c'est la façon polie de le dire, là. Mais les Québécois, si on ne veut pas leur faire trop peur et qu'on est indépendantiste et qu'on leur propose de s'en aller et de bâtir un nouveau pays, peut-être que la première étape, ce n'est pas de dire dès le jour 1, il y a une nouvelle monnaie. La raison pour laquelle je le dis, c'est que ça existe dans le discours indépendantiste, cette idée de faire les choses, oui, au complet, mais par étapes. Donc, mais on tourne un peu autour du pot parce que finalement, ce que vous me dites, c'est ils n'en veulent pas, donc je soutiens pas le projet. C'est un peu ça que vous dites? Ou... Non, moi, c'est les raisons fondamentales de votre opposition au projet. Non, mon point, c'est que je choisis la porte que je juge le Québec en bénéficierait le plus. Et je dis que si on, Québécois, décide de faire du Québec un pays, comme la Grèce en 1821, c'est quand même un bagage historique. Mais il faut avec lequel je relate. Donc, si on décide de faire du Québec un pays, si les Québécois votent oui en référendum, c'est pour que le Québec soit un vrai pays. Sans condition. Mais est-ce que vous voteriez oui? Non, absolument pas. Non, mais c'est pour ça que je dis qu'on tourne autour du pot, parce que moi, ce que je veux comprendre, c'est pourquoi vous voteriez non. C'est ça ma question. Ah, j'aurais dû la poser plus simplement. Oui, mais ça fait une belle conversation quand même. Je sais. Puis honnêtement, on patine bien. On pourrait aller aux Olympiques. La raison que je voterais non, c'est parce que je crois fermement que le Québec a beaucoup plus à gagner et le Canada a beaucoup plus à gagner en demeurant unis. OK. Je ne crois pas au divorce. Je comprends. Mais ça, c'est intéressant parce que c'était le deuxième point de l'argumentaire que... C'est pas juste en faveur du Québec. Ben oui, mais c'est justement ça. C'est ça qui m'intéresse parce que vous avez dit le Québec a beaucoup à offrir au Canada. Oui. Mais c'est soudainement plus la même conversation. Parce que si notre fidélité, la première, elle est au Québec, ben, qu'est-ce qu'on s'en fout de ce que le Québec offre aux autres? Moi, moi, si je veux savoir si je suis indépendantiste ou fédéraliste, je veux savoir ce que le Canada a à m'offrir. Pas ce que j'offre aux autres. Je le sais que j'offre aux autres quelque chose de merveilleux. Mais ça, c'est ce que je donne aux autres, c'est le don. Mais encore une fois, peut-être que mes origines grecques, je vois notre confédération comme une famille. Une famille, pas avec 10 partenaires égaux, mais 2 nations fondatrices, puis une différence entre les deux. Avec le Québec étant la langue fondatrice du Canada. Le Québec est né en français. Le Canada est né en français. Mais la raison que je dis cela, c'est entre membres d'une famille, tu ne prends pas seulement, tu donnes aussi. Ben oui. C'est ça la famille. Et encore une fois, c'est cela qui nourrit ma pensée que le Québec devrait rester au sein du Canada, parce que le Québec en profite, mais que le Canada profite du Québec. Et je parle, encore une fois, je ne parle pas d'argent, des transferts provinciaux, péréquations et culture, tout ça. Vous parlez d'idées, vous parlez de valeurs, mais c'est juste que tantôt vous vous demandiez ce que les Canadiens pourraient répondre à la question qu'est-ce qu'un Canadien s'ils avaient 20 secondes pour le faire. Je me demande s'ils sont capables de répondre qu'est-ce qu'un Québécois aussi dans l'espace de 20 secondes. La famille dont vous parlez,
après toutes ces années, elle devrait être capable de s'identifier, de se nommer, de se dire, je te connais, je sais quel genre d'activité tu fais le dimanche, qu'est-ce que tu aimes manger, quand est-ce qu'on s'est parlé la dernière fois. La famille que vous décrivez, en tout respect, j'ai l'impression que c'est une famille désunie depuis tellement longtemps, depuis même à peu près le début. Donc, à ce moment-là... Je dirais pas depuis le début. Je dirais qu'il y a toujours des hauts et des bas en famille. Hein. Mais alors, justement, on va parler de ça. Parce que vous Je avez sais que les meilleures années, c'était en 2006 puis 2015. Mais on va en parler. On va en parler parce que ça, c'est intéressant avec vous. Sur X, notamment, anciennement Twitter, vous publiez des photos du temps où vous étiez impliqué avec M. Harper. Pas souvent, mais de temps en temps, oui. Oui, ben vous l'avez fait beaucoup pendant la campagne électorale. La seule qui vient de se produire. Vous avez mis beaucoup de photos en disant « mon premier ministre, Stephen Harper ». Bon, vous m'apparaissez comme quelqu'un de loyal, de fidèle. Ce sont des qualités qui se perdent et que je salue chez vous. Franchement, c'est beau. On aimerait être votre ami. Qui sait après ce soir, peut-être? Qui sait, hein? Qui sait? Mon point étant le suivant. Pour moi, le Canada, c'est une drôle de bébite qui, sur quoi, presque 200 ans d'histoire, 175 à peu près, ça a moins bien fonctionné plus souvent, à mon avis, que le cas contraire. Vous me dites que ça a déjà fonctionné. J'aimerais ça que vous me parliez de ces années où ça fonctionnait si bien et pourquoi on l'a oublié. Pourquoi je me suis trouvé, moi, honnêtement, comme indépendantiste pendant la campagne électorale fédérale, à un moment donné, presque à être nostalgique de M. Harper. Confession. Qu'on coupe, là. Ça suffit. C'est une question de vision. Hein. Pas parce que... C'est probablement la raison principale que je suis conservateur. Parce que d'abord et avant tout, le conservatisme canadien, si on regarde le bilan, au-delà de M. Harper, si on regarde M. Mulroney, si on regarde M. Diefenbaker, le conservatisme a toujours eu un respect pour le Québec, un profond respect pour le Québec. Premièrement, à cause de sa philosophie de respecter la Constitution, comme je vous ai dit au tout début. Ça veut dire respecter les compétences des provinces. Ça veut dire, dans le cas de M. Harper, un règlement historique du déséquilibre fiscal, qui était quand même, le mouvement souverainiste martelait le problème du déséquilibre fiscal. Quand on a déposé notre budget pour régler le déséquilibre fiscal, le mouvement souverainiste l'a appuyé. Parce que ça avait de l'allure. Et, je dirais, puis certains aujourd'hui diront « Ah, c'était juste symbolique ». Mais c'est un gouvernement conservateur qui a reconnu que les Québécois et les Québécoises sont une nation au sein d'un Canada uni. La reconnaissance de la nation québécoise. Puis si on va plus loin, malgré les échecs, Meech puis Charlottetown, c'est cet effort avec des gros risques politiques de reconnaître la place du Québec. À ce jour, le Québec n'a toujours pas signé la Constitution canadienne. Les efforts qui ont été tentés... C'est une grave erreur. Oui, ce sont des conservateurs qui ont tenté de rétablir ça. Et pourquoi est-ce que le Québec n'a pas signé la Constitution? C'est à cause de qui? C'est à cause de M. Trudeau. La nuit des longs couteaux. Oui. Donc, c'est la raison pour laquelle je comprends le mouvement souverainiste. Parce que si ce soir, je vous dis, nous sommes une famille, est-ce qu'un membre de la famille poignarde un autre membre de sa famille? La réponse est non. Donc, il faut comprendre, c'est ça l'explication, la justification de ne pas avoir confiance au Canada. Mais il faut aussi penser que ceux qui n'ont pas respecté le Québec, ceux qui ont essayé de mettre le Québec à sa place, on va leur montrer, ce n'est pas la seule voie fédéraliste canadienne. Il y a aussi une autre voie
Une Oui, mais autre, c'est une voix qui a occupé moins de place dans l'histoire, donc qui a été moins, moins présente, moins décisionnelle. ben, c'est-à-dire que moins exigée par les Canadiens anglais Oui, aussi. Et ça aussi, ça fait partie peut-être de la blessure. C'est-à-dire que tantôt, vous parliez du frère poignardé. Moi, j'aurais envie de vous répéter une question que je vous ai posée autrement tantôt. Est-ce qu'on est obligé d'accepter de se faire poignarder? Est-ce qu'on peut décider à un moment donné que ce coup de poignard-là, on ne l'acceptera pas parce qu'on est digne, parce qu'on est fier, même si c'est le petit frère qui nous a poignardé dans le dos, peut-être que c'est à partir de là qu'on décide qu'on s'en va. Vous, selon la métaphore que vous utilisez tantôt, il faudrait se demander si c'est mieux pour la famille que de pardonner ou pas le petit frère qui a poignardé. l'autre côté de la médaille, qui est aussi important, euh, que ce soit des libéraux ou des conservateurs, euh, ayant vécu au Canada anglais, ayant fait de la politique fédérale pendant plus de 15 ans, euh, il y a toujours une plus grande sensibilité envers le Québec que l'ensemble des autres provinces anglophones. C'est pas, et c'est la raison pour laquelle je dis, je crois qu'on progresse et qu'on ne régresse pas. Euh, il y a de plus en plus une grande sensibilité. Combien de fois est-ce que le Québec, puis là je vais parler de financement, combien de fois est-ce que le Québec a reçu du financement sans condition euh, comparé aux autres provinces? On peut tous argumenter. Voici toutes les bonnes raisons de quitter le Canada. Voici toutes les mauvaises raisons de quitter le Canada, et ainsi de suite. À la fin, il faut se faire une liste puis se dire la balance des inconvénients versus les opportunités. Oui, ben je sais, mais c'est ça, c'est une comptabilité. Faut ouvrir un fichier Excel, il faut faire la liste, mais il faut s'entendre par contre sur... ou peut-être que c'est pas possible, mais il faut s'entendre sur ce qu'on calcule aussi. C'est-à-dire que quelqu'un qui vous dirait, par exemple, moi, là, j'oublierai jamais la nuit des longs couteaux. Je l'oublierai jamais. Et ça vaut plus que 8 transferts en santé sans condition. Ben, moi, cette personne-là, je peux pas la trouver ridicule, ni hargneuse, ni rancunière. Je veux dire, c'est une claque en plein visage, c'est une humiliation historique. L'histoire, c'est l'histoire. C'est pas. Oui, et là-dessus, je vous dirais que, encore une fois, mes origines grecques. Je suis certain que la communauté grecque, les Rémi et les Dimitri des années 1900, étaient beaucoup plus blessés, fâchés avec l'Empire ottoman que le Rémi et le Dimitri des années 1950 en Grèce. Et je pense que deux choses. Les blessures laissent des cicatrices. Si ça persiste année après année, on continue de varger dessus, Ouais. les blessures restent toujours fraîches. Et c'est là où je vous dis que je pense qu'on progresse et on ne régresse pas. Si vous vous promenez dans la rue aujourd'hui comparé à il y a 50 ans, Ouais. pas 50 ans parce que la nuit des longs couteaux, c'est, oui, on est presque là. Il y a de moins de gens qui savent c'est quoi la nuit des longs couteaux. D'un bord, c'est une bonne chose. L'autre côté de la médaille, c'est une mauvaise chose parce qu'il faut toujours se souvenir de l'histoire. Et ça, c'est important aussi. Ouais. Vous parlez tantôt de ce fédéralisme qui existe, puis vous avez raison de dire que si on juge le Canada et le fédéralisme en fonction de Justin Trudeau, de son père, il y a quelque chose d'injuste. Vous avez raison. Je vous ai rappelé quand même, par contre, qu'ils n'ont pas occupé la majeure partie de l'histoire sur la scène fédérale pour aucune raison. C'est-à-dire qu'ils étaient en demande. Aujourd'hui, là, quand vous dites que vous habitez dans la région de Toronto, quand vous êtes dans la région de Toronto, est-ce que vous avez l'impression d'habiter dans le même pays? Vraiment? Si... Qu'au Québec, là, que quand vous êtes au Québec, que quand vous êtes de passage comme ça sur la rue Angus à Montréal? La réponse est non. La réponse est non, mais ce n'est pas une mauvaise chose non plus. OK. Le Québec est aussi la croisée des chemins entre l'Amérique du Nord et l'Europe. Posez-moi la question, est-ce que habiter à Fort McMurray puis Toronto, est-ce que j'ai l'impression d'habiter dans le même pays? La réponse est non aussi. Est-ce que habiter dans le centre-ville de Vancouver puis sur l'île Victoria, est-ce que j'ai l'impression que je suis dans le même pays? La réponse est non. Mais est-ce que vous pensez que c'est normal, ça? Parce qu'en Russie, par exemple,
Je pense que si on pose la question à un moscovite ou à un habitant de Saint-Pétersbourg, les deux vont nous dire qu'ils sont russes, là. Et ce sont deux villes qui sont plutôt éloignées, là. Oh, Saint-Pétersbourg, Moscou, ayant été, c'est deux mondes différents. Ah, j'en doute pas, mais ils sont russes. Mais je vais vous donner un autre exemple. On retourne en Grèce. Allez-y. Demandez à quelqu'un qui vit sur l'île de Crète s'il se sent d'être dans le même pays que quelqu'un qui vit en Macédoine, dans le nord de la Grèce. Il va aussi vous dire non. Il n'y a rien de déraisonnable d'être différent. Le nord de la Grèce comparé à la Crète, c'est comme comparer le Québec avec la Colombie-Britannique. Différent ne veut pas dire que ce n'est pas réconciliable ou ce n'est pas normal. La chose importante dans tout ça, c'est que l'un ne nuise pas à l'autre, mais que l'un contribue à l'autre. Il va y avoir des désaccords, il va y avoir des chicanes. Mais est-ce que la contribution nette du Canada au Québec, puis encore une fois, je ne parle pas d'argent. Mais vous parlez de quoi alors? C'est intéressant ça. C'est quoi quand vous parlez de contribution? Je parlais tantôt de fichiers Excel, de colonnes. Qu'est-ce que vous mettez là précisément? L'exemple parfait, selon moi, c'est la crise actuelle avec les Américains. Le Québec a une contribution nette au Canada dans le pouvoir de négocier du Québec. Et le Canada est une contribution nette au Québec. Chaque province a quelque chose à contribuer dans cette guerre tarifaire. Chaque province a quelque chose à contribuer à l'objectif, et j'espère que l'objectif ultime de ce gouvernement, c'est de réduire notre dépendance des États-Unis. On ne pourra jamais l'éliminer complètement. La géographie ne nous le permet pas. Mais imaginez si on était 10 provinces distinctes, ou 10 pays distincts, ou 3 pays, ou 4 pays. Notre pouvoir de négociation contre bébé Trump serait nettement inférieur. Mais il ne saurait pas vous donner de la tête, par contre, là. S'il y avait 10 pays au-dessus de lui, là, il faudrait bien qu'il se concentre sur un des 10. Oui, un à la fois. Ouais. Un à la fois. Un à la fois qui est faible, un à la fois. Ouais. Donc, je m'en vais chercher l'Alberta, après je m'en vais chercher la Saskatchewan, après la Colombie-Britannique. Et là, le Québec reste tout seul à la fin. Donc, voici, selon moi, un exemple parfait de la contribution nette du Québec au reste du Canada, même si c'est 10 provinces avec des priorités très différentes. Et qu'est-ce que le Canada apporte au Québec? Parlons des tabous. Notre secteur automobile, secteur minier, oui, le pétrole et le gaz naturel. C'est la somme... J'ai lu une étude récemment. Si le Canada, prétendons pour 10 secondes que c'est un achat d'un actif. Tu sais, quand tu vas acheter un terrain, ouais. Présumons que le Canada, c'est un terrain, puis les États-Unis, c'est un autre terrain. Lequel des deux, tu penses, vaut plus? Acquisition d'un terrain. C'est le Canada. Si cette étude disait que si les États-Unis achetaient le Canada, acquisition, puis là, j'espère que je ne vais pas nourrir les ambitions de qui que ce soit, mais chaque Canadien, la valeur du Canada est l'équivalent que chaque Canadien reçoit 500 000 $ chacun des 40 millions. Donc, notre valeur en tant qu'un terrain est nettement supérieure à la valeur des États-Unis. Donc, la contribution nette du Canada dans ce litige quand même historique avec notre partenaire le plus important fait en sorte qu'on est moins faible à cause que le Canada est une confédération. Imagine le Québec tout seul en train de négocier contre Donald Trump. Ben, en tout cas, je peux vous dire une chose, c'est que c'est impossible pour moi de vous dire qu'il ferait mieux que le Canada parce qu'on spécule, puis on ne sait pas qui serait même ce négociateur-là. J'ai pas l'impression que François Legault est le plus qualifié en ce moment. Mais c'est pas un individu qui négocie. Mais je veux bien le croire. L'individu doit avoir des cartes dans la main. Bien sûr, mais vous savez, le Québec, vous pensez qu'il en a moins en ce moment?
Qu'il en a plus plutôt avec le Canada. Oui, qu'il en aurait s'ils avaient toutes les siennes. C'est évident. Mais comment c'est évident? Comment est-ce que le Québec protégerait la gestion de l'offre? Qu'est-ce qu'il donnerait en échange? Mais qu'est-ce que le Canada veut donner en échange? Le Canada peut, par exemple, Ouais. dire aux États-Unis, nous achetons votre acier et votre aluminium, Ouais. on va acheter moins. Nous vous vendons notre pétrole Ouais. pour que vous le raffinez. Parce qu'on vole, le pétrole canadien est vendu à rabais aux Américains. Ouais. On le vend aux Américains, ils le raffinent, ils nous le revendent avec un profit faramineux. Mais le Québec vend des trucs aux États-Unis aussi. Là. Oui, Il y a l'hydroélectricité, par exemple, oui, qui alimente la grande oui. région de New York. Et voici, vous venez d'identifier une force Ouais. de négociation que le Québec contribue au Canada dans les négociations. C'est ça le point. Ouais. C'est que la somme de ce que nous sommes et ce que nous avons fait en sorte que nous avons plus de cartes entre nos mains que si on était séparés. Ouais, mais on ne fera pas semblant quand même, vous et moi, de ne pas nous rappeler qu'il y a à peine un mois, chacun des premiers ministres disait, moi, je veux dire, je veux bien qu'on fasse des concessions, mais pas sur le pétrole, disait Mme Smith. Il y avait M. Ford qui disait pas sur l'automobile ou pas sur d'autres ressources. Le Québec disait pas sur... Donc, c'est encore cette famille-là, là, cette étonnante Mais ça, famille. c'est des qui n'est pas individus. unie. Mais ce sont des premiers ministres. Oui. Des provinces. Et vous savez quoi? Si vous regardez l'histoire, quand Justin Trudeau a été élu en 2015, la vaste majorité des premiers ministres, tous étaient soit des libéraux ou des néo-démocrates. C'est vrai. 10 ans plus tard, aujourd'hui, la vaste majorité des premiers ministres sont des conservateurs. C'est pour ça que je ne me fie pas sur les individus. Je me fie sur... Mais ils ont une fidélité qui est supérieure à celle qu'ils vouent au Canada et qui est celle qu'ils vouent à leur province, parce que ce sont tous des petites sociétés. Et là, je ne vous parle pas d'un indépendantisme en Ontario ou dans l'Alberta, mais je vous dis juste que soudainement, ils sont plus canadiens. Ils ont essayé, hein, ils ont vraiment essayé de se développer un nationalisme canadien. C'était mignon, en fait. Et on m'a dit à un moment donné que j'étais méprisant quand j'utilisais ce mot-là, mais c'est que je les ai vraiment vus aller. Et même M. Harper, en passant, avait tweeté, vous savez, c'est quoi le Canada? Avec une vidéo comme ça en arrière. Je me disais, on va enfin avoir une réponse inspirante. Le Canada, c'est être un partenaire économique. Ils sont même pas capables de nous parler d'histoire, de culture, de langue. Ils sont pas capables de nous faire vibrer. Alors, vibrer, c'est important. On a juste une vie à vivre, M. Soudas. Hein? C'est ça la différence entre les Québécois et les Canadiens anglais. Puis la façon la plus simple que j'essaye d'expliquer ça à mes amis du reste du Canada, c'est que quand les Québécois vont voter, ils votent avec leur cœur. Ouais. Tandis que quand les Canadiens vont aller voter, ils votent seulement avec leur tête. Mais M. Soudas, c'est pas un détail. C'est pas un détail. Mais c'est ça qu'on parle le Québec. Mais je vous en veux connaissez revenir... des familles, vous en connaissez des familles dont les membres votent de façon si différente que ça. Des familles, puisque c'est le mot auquel vous tenez énormément. Mais je vous donne l'exemple parfait. Vous parlez de protéger la gestion de l'offre. Ben, vous me parlez de ça, oui. Oui. Et je l'ai amené comme exemple que le Québec aurait moins de marge à protéger la gestion de l'offre si le Québec négociait tout seul comparé au Canada. Donc, puis vous avez dit, mais l'Alberta veut des éléoducs, des gazoducs. La gestion de l'offre, présentement, n'est même pas sur la table dans nos négociations avec les États-Unis. Pourquoi? Parce qu'on est capable de leur dire, on ne parle même pas de ça. Mais vous avez besoin de X, Y, Z que le Québec ne peut pas nécessairement offrir. Et là, vous m'avez donné l'exemple de l'hydroélectricité que le Québec vend à New York. Voici une autre carte que le reste du Canada n'aurait pas si le Québec était un pays souverain. C'est pour ça que je parle de la contribution nette. Et on va être en désaccord. On va être en désaccord parce que fondamentalement, vous êtes convaincus, et c'est respectable. Oui, je sais que vous respectez cette position-là. Vous l'avez dit en que la d'entrée de jeu. porte d'un Québec souverain, t'es rendu à 18 sur 20, tandis que la porte du Québec au sein du Canada, c'est 17 ou 16 sur 20. La réponse, c'est que ni ma position, ni votre position vient avec une garantie. Donc, il faut faire des choix. Mais c'est pas de la chimie, là. Non. On n'est pas en train de faire de la chimie, on est en train d'avoir une belle conversation qui, d'ailleurs, va devoir prendre fin dans pas long parce que
Ce soir, je dois le dire, c'est de ma faute. Je m'en vais voir un spectacle au Franco. J'ai acheté des billets à mon cousin et si je me présente pas, c'est une chicane de famille, une vraie famille Pas pour le besoin de ça. coup. Pour le coup. Non, mais je voudrais quand même qu'on conclue sur quelque chose d'important. Vous avez dit tout à l'heure que les Canadiens avaient du mal à se définir. Il y a eu cet enjeu avec les statuts qui ont été déboulonnés. J'avais beaucoup apprécié et là, marqué cette date dans le calendrier parce que Jean Charest avait écrit une lettre ouverte dans le National Post il y a quelques années et j'avais trouvé ça courageux. Enfin, j'avais trouvé ça surtout éclairant qu'un ancien premier ministre du Québec, qui est un conservateur sur la scène fédérale, il avait dit qu'il faut défendre Johnny MacDonald. Johnny MacDonald est le premier ministre du Canada. C'est un grand premier ministre, injustement traité. Ça, c'est quelque chose aussi que les Canadiens doivent régler, je pense, et qu'ils ne parviennent pas à faire encore. Il y a très peu de personnages historiques qui font consensus, qui sont louangés, qui sont célébrés. Jean-François Lisée, votre ami et collègue, est venu à mon balado. Il a écrit un livre sur Pierre Elliott Trudeau et René Lévesque, une biographie croisée. Je vous ai d'ailleurs aperçu au lancement. Et il a dit... En passant, c'est un livre extraordinaire c'est très bien qui fait. mérite d'être lu. Oui, vraiment, vraiment. Puis il travaille à un rythme, je ne comprends pas ce qui se passe avec Jean-François Lisée. On va apprendre un jour qu'il y a quelqu'un qui travaille pour lui en arrière, je ne sais pas. Ça, non, sûrement pas. Mais il m'avait dit que la fondation Pierre Elliott Trudeau organisait des événements et les gens ne les soulignaient pas au Canada. C'était pas célébré. C'est pourtant, en tout cas, le premier ministre qui a eu parmi les plus grands règnes en matière de longévité au Canada. Il y a quelque chose avec l'histoire, avec les symboles au Canada qui ne collent pas, qui ne marchent pas. Et ça, ça doit être réglé, j'imagine, pour un pays qui aspire encore à en être un. C'est une grosse question. Oui. Vous avez dit personnage historique et consensus. Tu ne peux pas être un personnage historique et faire consensus. Ben, René Lévesque au Québec, il n'y a pas beaucoup de gens qui osent publiquement s'en prendre à lui. Il y a des Canadiens anglais, des Anglo-Montréalais qui le québécois s'en est détestent. pris à lui, par contre. Ben, René Lévesque? Quand ça? Sa sortie n'était pas des plus grandes. Son propre parti l'a maltraité. Aujourd'hui, René Lévesque, il y a un consensus au Québec sur la scène publique. Je ne vous parle pas des Tim Hortons et des tavernes ou alors des soupers dans le West Island. René Lévesque, personne n'oserait s'en prendre à lui. La loi 101, personne n'oserait publiquement s'en prendre à elle. Il y a quelque chose comme un consensus. Évidemment que j'entends pas ici que tout le monde est d'accord avec René Lévesque. Je vous dis juste qu'il y a quelque chose comme une sacralisation de l'héritage de René Lévesque. Ce qui n'est pas le cas avec un Jacques Parizeau, par exemple. Mais au Canada anglais, est-ce que ça existe, ça? Donc, on l'a vu au courant des dernières années. Vous avez parlé du déboulonnement de Sir Johnny MacDonald. Là-dessus, ma pensée est très peu nuancée. Je pense qu'au courant des 10, 15, 20 dernières années, il y a une nouvelle culture d'annulation qui s'est installée, que je combats. On parlait de la nuit des longs couteaux. Ouais. Il y a à peine 10 minutes. Ouais. On ne peut pas oublier, on ne peut pas annuler que la nuit des longs couteaux a eu lieu. Donc, le défi au Canada et au Québec, c'est de combattre cette culture de l'annulation pour prétendre que quelque chose n'a jamais eu lieu. Le Canada ne serait jamais un pays aujourd'hui si ce n'était pas pour Sir Johnny MacDonald. Avec tous les torts de l'époque, on parle des années 1800. On ne peut pas juger les gens avec les principes d'aujourd'hui pour leurs actions il y a 1900 ans. C'est quand Jean Chrétien était ministre, il y avait toujours des pensionnats autochtones au Canada. Oui, ça, qui étaient ouverts, oui. Qui opéraient. Et c'était le ministre des Affaires indiennes? Oui. Et cette culture de l'annulation, je dirais, est beaucoup plus combattue au Québec que dans le reste du Canada. Pourquoi?
Parce que la langue française, parce que la culture québécoise se retrouve en plein milieu d'un océan qui s'appelle l'Amérique du Nord. Donc, il y a une raison additionnelle de ne jamais permettre à qui que ce soit d'effacer l'histoire. Qui oserait toucher à René Lévesque ou à Jacques Parizeau ou à Lucien Bouchard, même Maurice Duplessis, Jean Lesage, ils ont existé, ils ont contribué avec des erreurs. Est-ce que René Lévesque était parfait? Non. Il était humain. Oui, mais M. Soudard, c'est important ce que vous dites, mais je pense que la culture de l'annulation, c'est pas le sujet. Parce que personne ne va même s'approcher de la statue. Vous comprenez? Voilà. Non, Parce qu'ils n'osent pas, tandis qu'au Canada anglais, eh oui, mais c'est ça. ils ont déboulonné la statue Sir John A. Macdonald. On ne va pas la remettre parce qu'ils vont la redéboulonner. Mais c'est le signe de quoi, ça? Que des Canadiens anglais non, mais osent s'approcher de la statue? Non, ça, c'est pas une question de Canada anglais. C'est parce que c'est là que ça se passe. Là. Ça se passe aux États-Unis aussi. Aussi, mais là, on parle du Canada et du Québec, parce que oui, au Québec, ça ne se passe pas, et dans le reste du Québec, dans le reste du Canada, ça se passe. Mais au tout début de notre conversation, je vous ai rappelé que le Canada, c'est 2 peuples fondateurs, 2 langues fondatrices. La raison qu'on ne permet à personne ici au Québec de toucher à notre histoire, à notre patrimoine, c'est parce qu'il est menacé et sera toujours menacé, même si le Québec devient un pays souverain. Ça ne changera pas. C'est vrai, ça. Mm-hmm. Il y a ce réflexe de tu ne devrais même pas oser parce que tu vas me trouver dans ton chemin. Alors qu'au Canada, c'est quoi? C'est pas juste au Canada, c'est aux États-Unis aussi. Non, mais attendez, parce qu'aux États-Unis... La langue anglaise n'est pas menacée. Non, c'est exact. Ouais. Quelle est la menace? Non, il n'y a pas de menace contre l'anglais, mais au niveau des statuts, par exemple, pourquoi... Attendez une minute, là, parce qu'aux États-Unis, c'est pas vrai que n'importe quel statut peut être déboulonné. Il y en a qui sont déboulonnés, mais bonne chance pour aller déboulonner un truc des pères fondateurs ou... de George Washington ou... C'est ça le truc. Moi, je vous parle du rapport à l'histoire. Puis les États-Unis ont inventé le wokisme, mais il y a quelque chose comme l'impossibilité de s'en prendre à certaines figures historiques. Sans vouloir faire trop de partisanerie ce soir, parce que c'est vendredi soir, je pense que les 10 dernières années, avec M. Trudeau, je me souviens, il prononçait un discours au Manitoba. Et quelqu'un dans la salle a dit « mankind », l'humanité. Justin Trudeau l'a corrigé pour lui dire « on ne dit pas mankind, on dit peoplekind ». Ouais. Ouais. Puis j'avais fait une blague à l'époque, je dis on devrait changer le nom du Manitoba à Peopletoba. Ben oui, c'est vrai. Rendu là. Hein. Ça prend du leadership. Que ça soit un caquiste, un libéral provincial, un souverainiste, ça prend du leadership qui dit touche pas à ça. Ça, c'est le Canada. Ça, c'est le Québec. Mais au courant des 10 dernières années, on a voulu plaire à tout le monde, n'importe quoi, n'importe comment. Tu veux t'identifier comme un chat, on va te mettre une litière dans ta classe. Il faut garder certains principes. Si on ne protège pas notre patrimoine, parce qu'on est moderne, parce que on ne peut pas... C'est certains qui essayent de se cacher derrière l'inclusion pour permettre n'importe quoi. Regardez les manifestations sur les rues. Je comprends ceux et celles qui disent « Je suis contre Israël et j'appuie la Palestine ». Pas de problème. C'est un choix. Mais depuis quand est-ce que quelqu'un peut pitcher une tente et des tentes sur un campus universitaire et ne pas permettre aux professeurs et aux étudiants d'aller étudier? Depuis quand que dans nos rues, on peut librement, ouvertement, brûler le drapeau du Québec, brûler le drapeau du Canada, menacer qui que ce soit?
J'ai pas vu de drapeau du Québec se faire brûler, j'ai vu des drapeaux du Canada se faire brûler. Vous savez, on revient toujours au même sujet. C'est ça que je vous dis. Il y a quelque chose comme un seuil de tolérance à qui n'est pas le Toronto, même. c'est pire. Mais ici aussi, Des à drapeaux du Montréal, Québec, j'ai pas vu. Non. À Toronto, c'est pire, ce type de manifestations qui sont permises. Oui. Mais il y en a eu aussi, ici aussi. Puis on ne savait pas quoi faire. On ne savait pas quoi faire avec des manifestants qui occupaient des universités. On ne savait pas quoi faire avec ça. Ici, au Québec. Ben oui, vous avez raison. Il y avait un manque de leadership. Il y avait quelque chose Non, mais on ne savait pas quoi faire avec des gens qui ne respectaient pas les lois. Donc, je pense qu'en partie, cette culture s'est installée, mais je pense qu'en grande partie, cette culture doit être désinstallée. Manifestez pour ce que vous croyez, mais il y a des limites entre manifester et ne pas respecter les lois. Est-ce que je peux venir chez vous, puis coucher dans votre lit pendant les 4 prochaines semaines, ou rester dans votre salon, puis manger de votre cuisine, puis vous pouvez rien faire? La réponse est non. Non, je comprends ce que vous voulez dire. Pour ce qui est du lit, oui, effectivement, faites attention. Si je suis là, ça passe pas. Si je suis pas là, je peux peut-être vous rendre service. Merci beaucoup, Dimitri Soudas. Merci à vous. Merci à vous d'avoir été là. Écoutez, si vous avez aimé l'épisode, si vous aimez ce qu'on fait, on est à l'étape du démarrage, donc on a besoin de vous. Les petits pouces bleus, les commentaires, partagez, le bouche à oreille. Si vous voulez vous abonner, accéder aux épisodes d'avance ainsi qu'à du contenu exclusif pendant 3 mois, il y a 2 options qui s'offrent à vous. En passant, c'est sans publicité, les épisodes d'avance. C'est dans la description. Il y a un lien vers Patreon. Sinon, vous pouvez nous rejoindre sur YouTube. C'est se joindre. C'est pas très cher. Ça nous aide à continuer. À très bientôt.